États-Unis, Géorgie, ville de New Hope, 4 avril 1977. Allô? Mon mari m'a appelé pour me dire qu'il allait faire mauvais. Les garçons, il faut rentrer. Il va faire mauvais. Un des pires orages de ces dernières années devant traverser le sud des États-Unis, Sadie Hurst met ses enfants à l'abri. On a entendu un bruit terrible. Quand je suis arrivée en haut de l'escalier pour fermer la porte, j'ai vu un rougeoiement. Il y avait un incendie derrière. Et c'est là que j'ai vu ce qui se passait. Un DC-9 de Southern Airways vient de s'écraser, tuant 72 personnes. Carte d'embarquement? Merci. Bonjour. Bonjour. Votre carte d'embarquement? Bien sûr. Au fond de l'allée à droite. Bon vol. Merci. Carte d'embarquement? 81 passagers s'installent à bord du vol Southern Airways 242, un DC-9 à destination d'Atlanta en Géorgie. Pour la plupart, il s'agit de militaires venant des bases avoisinantes. Le commandant de bord, Bill Mackenzie, et l'officier pilote de ligne, l'OPL Lyman Kill, ont fait la navette dans le sud des États-Unis toute la journée. Qui atterrira? Pas moi, répond le commandant. Allumage. Les pilotes échangent souvent leurs attributions lors des longues journées de travail comme celle-ci. Et c'est pourquoi l'OPL Lyman Kill va s'occuper de cette partie du vol. Cet ancien pilote de la marine de guerre travaille pour Southern Airways depuis 4 ans. Avant le décollage, l'équipage s'est vu remettre un bulletin météorologique concernant les aéroports se trouvant sur le trajet. Vous allez prendre une saucée? Le DC-9 est entré en service en 1965 pour assurer des vols court courriers fréquents. Ces 2 moteurs sont montés sur l'arrière du fuselage, non sur les ailes. Et l'avion a été conçu pour décoller sur piste courte. On s'était posé 13 fois ce jour-là. Ça faisait beaucoup d'arrêts de courte durée, avec des vols d'environ 20 à 30 minutes entre chaque. On visitait le sud des États-Unis. Le ciel est resté calme toute l'après-midi. Mais le temps se dégradant, l'équipage s'attend à quelques turbulences. Comme il pleuvait à Huntsville, j'ai dit il va faire mauvais, donc ne servez ni boisson ni nourriture. On n'a rien servi entre Huntsville et Atlanta, un trajet très bref, et ça nous arrangeait bien. J'ai été un peu surpris qu'on décolle. J'étais convaincu qu'on allait rouler jusqu'en bout de piste et attendre un moment, car la météo était franchement mauvaise. Mais on a décollé immédiatement. À 15h54, le DC-9 décolle sous une pluie battante. Le saut de puce jusqu'à Atlanta ne devrait durer que 25 minutes. Mais au moment où le vol 242 quitte Huntsville, les services météorologiques surveillent une zone dépressionnaire nettement plus menaçante que celle à laquelle les pilotes s'attendent. Des tornades se forment à travers tout le sud. Dans le sud-est des États-Unis, la météo est parfois franchement traître. Une humidité forte et une température élevée sont la recette idéale pour les orages. Vu le taux d'humidité et la convection due à la chaleur, il faut s'attendre à de très gros orages, accompagnés de fortes pluies, de grêle, de gel et de vents violents. Et évidemment, de telles conditions engendrent aussi des tornades. Le contrôle aérien d'Huntsville est inquiet. SA 242, je vois un front qui semble se composer de précipitations allant de modérées à fortes. Il est à 5 nautiques devant vous. Bien, on est sous la pluie, mais celle à venir ne paraît pas plus violente que celle qu'on traverse actuellement. Elle n'est pas compacte, mais elle semble un peu plus violente que celle que vous traversez. En 1977, la plupart des avions de ligne sont équipés d'un radar météo et les pilotes savent qu'ils doivent éviter les zones signalées par des couleurs claires. Qui dit clair dit mauvais temps.
Compris, on dirait de la pluie. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une percée? C'est une percée. On dirait bien. Les pilotes repèrent une zone sombre sur leur écran, un passage qui va leur permettre de traverser l'orage. Ils comptent se faufiler entre les sommets des cumulonimbus qui atteignent 14 000 mètres. La lecture radar est nette. Tout droit, je dirais. Par là. Sur les prochains nautiques, c'est sûrement le meilleur chemin. Mais au moment où il approche de la dépression, l'équipage reçoit un bulletin de mauvais augure du contrôle aérien de Memphis. Appel à tous les avions. Sigmet, Tennessee, Louisiane Sud, Mississippi. Le message Sigmet signale aux pilotes un risque lié à une météorologie dangereuse. C'est parti. Allez, fonce, cow-boy. Les pilotes n'aiment pas passer à moins de 50 nautiques, environ 90 km de ces orages, pour la bonne et simple raison que l'avion n'y résistera peut-être pas et ou que les pilotes ne seront peut-être pas en mesure de contrôler leur appareil dans ce genre de conditions. Bill Mackenzie et Lyman Keel se penchent à nouveau sur leur radar. Ça a l'air dur. Ça passera pas. Mystérieusement, le passage qu'ils avaient cru distinguer semble avoir disparu. C'est une percée? Elle me paraît pas sûre. Soudain, l'orage empire. Je n'avais jamais entendu une grêle aussi bruyante de toute ma vie. Elle tapait sur la carlingue, c'était vraiment assourdissant. Cette grêle est le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. J'avais l'impression d'être dans un tonneau métallique sur lequel on jetait des pierres. Merci de garder votre ceinture attachée. Ça devrait bientôt être terminé. Les grêlons gros comme des boules de pétanque qui bombardent le DC-9 finissent par casser le pare-brise. Les pilotes du vol 242 ont nettement dû hausser la voix pour s'entendre au-dessus du boucan infernal des grêlons qui pilonnaient l'avion. Ils n'avaient encore jamais rien traversé de ce genre. Par où on peut passer? Je sais pas comment sortir, Bill. Je sais, il faut y arriver. Par ici? C'est dégagé à gauche. On doit pouvoir couper par là. Bill Mackenzie et Lyman Keel cherchent désespérément une zone de calme au milieu de l'orage. Mais leurs problèmes ne font que s'aggraver. L'avion n'a plus d'électricité. Dès lors, Lyman Keel doit maintenir l'avion en palier, sans pouvoir recourir à l'horizon artificiel. Les pilotes doivent regarder par leurs fenêtres pour s'orienter avec l'horizon naturel. Mais au milieu des nuages, il est si difficile de voir quoi que ce soit qu'il est quasiment impossible de s'orienter. « 242, quelle est votre vitesse ?» Le contrôleur aérien d'Atlanta essaie de contacter l'appareil. En vain. SA 242, votre vitesse? Après avoir compris qu'on s'acheminait vers une catastrophe, ou en tout cas qu'il y avait un gros problème, j'ai donné les consignes aux passagers. Les hôtesses nous ont très rapidement donné les consignes en cas d'atterrissage d'urgence et on n'a pas vraiment eu le temps de paniquer. Le courant revient, Bill. Ça revient, ça revient. Après 36 secondes d'obscurité, le courant revient. Les instruments reprennent vie, à commencer par la radio, et le contrôleur aérien parvient enfin à contacter l'avion. Maintenez-vous à 15 000 pieds si vous m'entendez. Maintenez-vous à 15 000 SA 242. Le DC-9 reçoit pour consigne de voler à 4570 mètres d'altitude, car il est descendu à près de 4200 mètres. On essaie de monter. While I was looking out at the
En regardant l'avant du moteur gauche, je voyais la grêle s'accumuler dans le carénage et dans le cône au centre du réacteur. Et le moteur s'est mis à faire un bruit qui signalait qu'il allait lâcher. « 242, notre pare-brise vient d'exploser. On essaye de remonter à 15 000 pieds. Nous sommes à 14 000. SA 242, vous êtes à 14 000 pieds? Moteur gauche arrêté. Le moteur gauche s'est arrêté. Vous avez perdu un moteur et votre pare-brise? Affirmatif. Mon Dieu. L'autre moteur rend l'âme. Notre deuxième moteur s'arrête. SA 242, répétez. Attendez. Nos moteurs sont arrêtés. Les deux moteurs étant arrêtés, le DC-9 se transforme en planeur et il plonge à raison de 17 mètres par seconde. Comme l'avion est à 4260 mètres, les pilotes n'ont pas beaucoup de temps pour réagir. Donnez-nous un vecteur pour une zone dégagée. Lyman Kill ajuste le cap pour sortir de l'orage, pendant que le commandant essaie de rallumer les moteurs. S'il n'y parvient pas, il faudra procéder à un atterrissage d'urgence. Le DC-9 perd rapidement de l'altitude, mais la panne a une autre conséquence inquiétante. Normalement, ce sont les moteurs qui fournissent l'électricité qui alimente les instruments, la radio et les systèmes hydrauliques. Mais en cas de panne, tous ces appareils s'arrêtent. APU branché. L'APU, le groupe auxiliaire, est un groupe électrogène de secours qui fournit de l'électricité à l'avion. Mais il lui faut plus de 2 minutes pour être opérationnel. Après avoir reçu les instructions et pendant qu'on attendait pour atterrir, on s'est regardé, on s'est dit qu'on s'en sortirait tous ensemble et on s'est tenus par la main pendant un moment. Quand le deuxième moteur s'est arrêté, je n'étais pas conscient de ce qui se passait autour de moi tellement j'essayais de trouver un moyen de m'en sortir. Je savais que parfois, en cas d'accident, la queue se détache et je me suis dit que plus je serais vers l'arrière, plus j'aurais de chance. Ça y est. Au bout de 2 minutes, l'APU se met à fonctionner. Les pilotes n'ont toujours pas de moteur, mais au moins, ils ont du courant. On a perdu nos moteurs. Donnez-nous un vecteur vers l'aéroport le plus proche. Le commandant demande qu'on l'oriente vers un aéroport, sachant que l'avion ne peut plus rester en vol que pendant 6 minutes environ. La base aérienne de Dobbins n'est qu'à 32 km. Sa piste est assez longue pour un DC-9 et elle est équipée de tous les services de secours nécessaires. SA 242, virez à droite au cap 100. Vecteur pour une approche directe, Dobbins, piste 11. Quel temps il fait là-bas? C'est à quelle distance? C'est à quelle distance? Lyman Kill connaît très bien la base de l'US Air Force de Dobbins. Il s'y est entraîné, c'est sa base de pilote réserviste et il s'y est souvent posé. Déclare une urgence, Bill. Sa bonne connaissance de cette piste est son seul avantage. À une quinzaine de kilomètres de là, dans la ville de New Hope, dans l'état de Géorgie, Sadie Hurst ne voit aucun signe de l'orage. C'était une très belle journée. Les enfants jouaient dehors. Ils faisaient du vélo dans l'allée. Allô? Salut. Mon mari travaillait à Atlanta et il avait sa radio branchée sur une station de Huntsville. Il m'a appelé pour me dire qu'il allait faire mauvais et qu'il fallait que je fasse rentrer les enfants. Les garçons, il faut rentrer. Il va faire très mauvais. Rentrez tout de suite.
Prends les lampes torches et les piles, Steven. Généralement, les tornades accompagnent le mauvais temps. Des nuages noirs, de la pluie et de la grêle, mais pas cette fois-là. Le vol 242 émerge enfin de l'orage dans un ciel bleu et descend petit à petit d'une altitude de 2100 mètres. Rallume les moteurs. Au moment de l'arrêt des moteurs, la charge de travail dans le poste de pilotage s'alourdit considérablement. Dans ce cas-là, l'officier pilote de ligne était aux commandes et il manœuvrait l'avion. Le commandant, lui, s'occupait de la checklist et essayait de réparer la panne. Nous avons perdu nos 2 moteurs. Et je peux pas vous dire tout ce que ça implique. On en avait que 2. On est encore loin de Dobbins? SA 242, vous en êtes à 19 nautiques. Vous avez rallumé un moteur? Négatif. Pas de moteur. Quelque chose clochait, mais je ne savais pas quoi. Alors je suis allé dans le poste de pilotage prévenir les pilotes qu'on était prêts à toute éventualité. Ne décroche pas. Ne t'inquiète pas. Bill, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Cathy. Va t'asseoir. On voyait qu'ils avaient peur. Je l'ai compris au son de leur voix. Donc je savais qu'on était dans une situation dangereuse, mais j'ignorais laquelle. À 1400 mètres d'altitude, l'avion est encore à 27 km de Dobbins. Demande s'il y a une piste entre ici et Dobbins. Quoi? Demande s'il y a une piste entre ici et Dobbins. Y a-t-il un aéroport entre notre position et Dobbins? SA 242, négatif. Le plus proche, c'est Dobbins. L'OPL ne pense pas que le DC-9 soit en mesure d'aller jusqu'à la base aérienne, car il a perdu trop d'altitude. Je doute qu'on y arrive, mais on essaye de relancer un moteur. Reçu. Il y a peut-être Cartersville. Vous êtes à une dizaine de nautiques au sud de cette ville qui est à 15 nautiques à l'ouest de Dobbins. Cartersville étant plus proche, ça semble être une bonne idée. Demande un vecteur, il faut qu'on y aille. Donnez-nous un vecteur pour Cartersville. Bien. Virez à gauche au cap 360. Vecteur direct pour Cartersville. Ne voyant aucune autre option, les contrôleurs aériens d'Atlanta dirigent le vol 242 vers Cartersville. Pendant que les pilotes cherchent l'aéroport, les hôtesses se demandent toujours à quel type d'atterrissage elles doivent préparer les passagers. Ils n'ont rien voulu me dire. Mais j'ai vu que tout le pare-brise était fendillé. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que les 2 moteurs ont lâché. C'est ce qui me semblait. Bon. Tu as donné les consignes aux passagers? J'ai compris que c'était une situation d'urgence et j'ai pensé que j'allais mourir, mais j'ai décidé de faire tout ce que je pourrais pour m'en sortir. J'avais récupéré des couvertures, des oreillers et ma veste en cuir dans les coffres à bagages. Et j'ai disposé le tout pour me faire un cocon du mieux que je pouvais. La météo annonçant des tornades, la ville de New Hope se prépare à un danger bien différent. Ça faisait quelques heures qu'on jouait dehors et ma mère nous a appelés pour qu'on rentre à cause du mauvais temps qui approchait. On s'est réfugiés dans la maison. Maman nous a expliqué ce qui nous attendait et elle nous a fait descendre à la cave pour qu'on se prépare. Le vol 242 a continué de perdre de l'altitude et les pilotes arrivent à la conclusion effrayante que compte tenu du taux de descente, ils n'atteindront pas Cartersville. Ils doivent se poser immédiatement. Je cherche une zone dégagée. Une route nationale? Un champ fera l'affaire. Non, Bill. Il y a une route sans voiture. Là? Elle est droite? Non. Tant pis, on y va. Lyman Kill décide de se poser sur une petite route de campagne, la nationale 92.
le commandant Mackenzie transmet la mauvaise nouvelle au contrôle aérien d'Atlanta. On va se poser sur une nationale. On n'a plus le choix. Le DC-9 a perdu sa course contre la montre. Oh mon Dieu. Sans moteur, l'OPL doit tenter un atterrissage d'urgence sur la nationale qui traverse la localité de New Hope. Lors de la dernière minute de vol, on a fait un virage serré sur la gauche. Et on a vu que les pins étaient tout proches de l'avion. Voler. Ils sont à 15. Mon Dieu, Bill, j'espère qu'on va y arriver. Sans avoir été formé à poser un DC-9 privé de moteur, Lyman Keel en est réduit à improviser. Lyman Keel est un jeune homme qui vient de rentrer du sud-est asiatique où il était pilote dans l'aéronaval. Il a appris les raffinements d'un appontage sur un porte-avions qui tangue et qui roule en mer de Chine méridionale en pleine nuit. Mais ce à quoi il est confronté à ce moment-là est une manœuvre encore plus difficile. C'est sûrement la plus difficile qu'il a eu à accomplir au cours de sa carrière. Je vais me poser sur ce type. Il y a une voiture. C'est bon. C'est bon là. C'est bon. Position de sécurité! Le vol 242 se pose sur la route nationale 92. Le premier atterrissage a été très souple, très réussi. Et on a cru que ça allait bien se passer. Mais presque tout de suite, l'avion a redécollé avant de retomber. Chaque saut semblait être plus rude et plus bruyant que le précédent. L'avion s'écrase dans New Hope. Avant que l'avion s'immobilise, le feu s'est engouffré dans la cabine. J'ai senti mon visage brûler alors que je l'avais protégé avec ma veste en cuir. On a entendu un bruit terrible. De gros tronçons du DC-9 jonchent toute la longueur de la localité. Allez, bon sang! J'ai réussi à détacher ma ceinture après plusieurs tentatives. En regardant vers le fond de l'appareil, j'ai vu un point de lumière. Je me suis levé et j'ai couru dans cette direction. Je n'arrivais pas à croire que j'étais en vie. Je n'y arrivais pas. Quand je suis revenue à moi, j'étais dans un endroit indescriptible. J'étais assise à hauteur de la porte d'accès avant. Il y avait une armoire à vêtements qui la jouxtait et mon strapontin était fixé sur la paroi arrière de cette armoire. Les 3 cloisons s'étaient effondrées et envolées, mais il y avait juste assez de place pour moi à l'intérieur. J'ai vu un rayon de lumière et j'ai décidé de passer par là, coûte que coûte. L'instant d'après, le temps d'un clignement d'yeux, au lieu de voir la moquette entre mes pieds, je voyais le ciel bleu au-dessus de moi. J'ai compris que j'étais allongé sur le dos dans les décombres. À ma gauche, il n'y avait plus qu'une épave en feu. Je ne reconnaissais même pas l'avion duquel j'avais été éjecté. Et je me suis dit qu'on avait dû percuter une maison. L'hôtesse Sandy Pearl, elle aussi indemne, vient au secours des passagers. Les survivants fuient l'épave en flammes.
Quand je suis arrivée en haut de l'escalier pour fermer la porte, j'ai vu un rougeoiement. Il y avait un incendie derrière. Et c'est là que j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu de la fumée, du feu. Et des gens qui approchaient. Ils ne criaient pas, ils ne faisaient aucun bruit. Tout brûlait et j'ai vu des gens courir vers une maison. Je dois utiliser votre téléphone. Je voulais appeler les autorités locales, la compagnie, bref, quelqu'un pour dire on vient de se poser quelque part et on a besoin d'aide. Tout est devenu flou. Il n'arrêtait pas d'arriver. Vous aidez-la. Je suis retournée à la cuisine et j'étais entourée de gens. Ils savaient qu'ils étaient dans une maison. Je crois qu'ils se sentaient en sécurité et ils avaient besoin que quelqu'un les aide. J'étais affolée. J'essayais toujours de faire le plus vite possible et d'en faire autant que possible. Je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour être resté planté là. Il y avait des pins en flammes, des morceaux d'avion. C'était tellement irréel. Je n'avais jamais rien vu de pareil et je ne veux plus jamais le revoir. « 72 personnes, dont les 2 pilotes, ont trouvé la mort. Les enquêteurs doivent désormais définir les raisons de ce drame terrible. Le vol SA-242 s'est écrasé après que le DC-9 a perdu ses 2 moteurs. L'avion venait de traverser un violent orage de grêle entre Huntsville, en Alabama, et Atlanta. J'ai vu l'avion tourner et descendre au niveau de la cime des arbres. On a d'abord cru que c'était une tornade. Les véhicules et les gens qui étaient dans la cour de la boutique ont été frappés de plein fouet. Une famille de 7 personnes est tuée sur le coup lorsque l'avion s'abat sur sa voiture. Ils sont sortis de la boutique au moment où l'avion a essayé de se poser sur la nationale. Je crois qu'il a percuté les pompes à essence qui ont explosé. Et tout ce qui se trouvait autour a pris feu. Ils étaient dans la voiture et ils ont péri lors de l'explosion et de l'incendie. Les enquêteurs du NTSB, l'équivalent américain du bureau d'enquête et d'analyse, arrivent quelques heures après l'accident. C'est le 2e drame à nuire au bilan de sécurité de Southern Airways. En 1970, le vol 932, qui transportait l'équipe de football américain de l'université Marshall, s'était écrasé dans l'ouest de la Virginie, tuant tous ceux qui se trouvaient à bord. Les enquêteurs doivent toujours trouver des réponses à beaucoup de questions. Mais les 2 premières auxquelles il fallait répondre étaient les suivantes. Quelles étaient les conditions météo? Et qu'est-ce qui a provoqué la panne des 2 moteurs d'un bimoteur, panne qui a contraint le pilote à se poser en urgence sur une nationale dans une petite ville? L'orage que le vol 242 a dû affronter était terrible. Pourquoi un équipage habitué aux conditions climatiques du sud des États-Unis s'y est-il précipité? C'est une percée? Elle me paraît pas sûre. Les enquêteurs écoutent l'enregistreur phonique pour savoir quelles décisions les pilotes ont prises avant de traverser l'orage. C'est une percée? Elle me paraît pas sûre. Ils constatent que les pilotes se sont fortement référés à leur radar météo en approchant de l'orage. Mais cet appareil semble les avoir induits en erreur. C'est dégagé à gauche. On doit pouvoir couper par là.
Une des limitations du radar utilisé par l'équipage était l'atténuation du signal. Le faisceau projeté par le radar pour observer la météorologie pouvait être dispersé avant de revenir. En conséquence, l'image affichée sur l'écran, c'est-à-dire celle que les pilotes voyaient, était peut-être imprécise. Le radar météo envoie des ondes radio qui rebondissent sur les nuages d'orage pour revenir vers l'avion. Mais lorsque les précipitations sont particulièrement violentes, ces ondes peuvent être disséminées. Le radar risque alors d'interpréter le faible taux de retour comme une zone plus calme. Ces inexactitudes sont difficiles à déchiffrer. Et si l'équipage dépend uniquement ou presque de son radar pour se guider à travers des précipitations, il risque de prendre des décisions fondées sur des données fausses. L'orage qui engloutit le vol 242 est un des pires en 3 ans. L'avion n'a pas rencontré de tornade, mais il a été abattu par des pluies torrentielles et par une forte grêle. Par où on peut passer? Je sais pas comment sortir, Bill. Ce que Mackenzie et Keel interprètent comme étant une zone plus calme est en fait la portion la plus violente de l'orage. Et c'est là qu'ils s'engagent. L'autre moteur rend l'âme. Notre deuxième moteur s'arrête. SA-242 répété. Attendez! Nos moteurs se sont arrêtés. Une fois l'avion au cœur de l'orage, ces 2 moteurs tombent en panne. Pourtant, les turboréacteurs à double flux sont conçus pour résister à des pluies torrentielles et à la grêle. À elles seules, ces conditions climatiques n'auraient donc pas dû suffire à les stopper. C'est pourquoi les enquêteurs analysent les restes des moteurs en quête d'indices. Ils doivent déterminer si la panne est liée à des problèmes mécaniques. Au départ, j'étais perplexe. Comment les moteurs pouvaient-ils être la cause de cet accident? J'avais hâte d'arriver sur les lieux pour les examiner et voir s'ils présentaient la moindre trace visible de défaillance. Le fabricant des moteurs, Pratt & Whitney, envoie Al Weaver assister le NTSB. Les moteurs sont expédiés à l'aéroport d'Atlanta pour être examinés de plus près. Lorsque les techniciens ont soulevé les moteurs et les ont mis à la verticale dans le hangar, j'ai entendu des cliquetis et des pièces sont tombées par l'avant du moteur jusque sur le sol. J'en ai ramassé quelques-unes et j'ai tout de suite reconnu des éléments d'ailettes du compresseur qui se trouvent dans les entrailles du moteur. Il s'agit effectivement d'ailettes. Les réacteurs ont besoin d'air sous pression pour qu'il y ait combustion. À l'intérieur, 2 compresseurs sont équipés de dizaines d'ailettes en acier. En tournant à toute vitesse, ces dernières poussent l'air vers l'arrière du moteur. Une fois sous pression, cet air est mis à feu dans la chambre de combustion pour fournir de la poussée. Al Weaver remarque que les ailettes des compresseurs du DC-9 sont tordues ou cassées. La torsion indique qu'elles ont été abîmées en vol et non lors de l'impact de l'avion au sol. On savait que ce type de fatigue mécanique qu'on observait à l'œil nu avait été provoqué par le pompage répété des moteurs. Le phénomène de pompage a lieu quand l'écoulement d'air à travers le moteur est interrompu. La pression augmente alors entre les 2 compresseurs et non en arrière du deuxième. En l'absence de pression, l'air qui entre par l'arrière du moteur circule vers l'avant et le réacteur perd de la puissance. Les enquêteurs doivent découvrir si le pompage répété a été provoqué par l'absorption massive de pluie. Quand une grande quantité d'eau entre dans un moteur, ce dernier doit la transformer en gaz pour l'expulser sous la forme d'échappement. Cette opération consomme de l'énergie et ralentit le moteur. D'après les enquêteurs, vu la quantité de pluie à évacuer, les moteurs n'ont pas pu conserver une puissance suffisante pour faire fonctionner les générateurs, ce qui a provoqué la première coupure de courant. En revanche, ça n'explique pas pourquoi les 2 moteurs se sont arrêtés. Al Weaver veut savoir si la quantité d'eau énorme que les moteurs ont dû éliminer a provoqué cette panne. Un moteur identique à ceux qui équipaient le DC-9 est testé en fonctionnement avec de l'air contenant 14% d'eau. Puissance moteur à 75%.
Commencez. L'essai se termine par des quantités d'eau produites par une mousson. Les moteurs passent du ralenti à puissance maximale. C'est bon, coupez-le. La pluie n'a pas suffi à provoquer le pompage fatal au moteur du DC-9. Merci, messieurs. Les moteurs ont fonctionné normalement. Une tempête ne pouvant pas faire entrer plus d'eau que ça, on savait qu'on allait dans la mauvaise direction. Mais cet essai fait apparaître un nouveau suspect. C'est une percée? Elle me paraît pas sûre. Ce suspect, c'est la grêle. Les survivants ont tous évoqué des grêlons gros comme des boules de pétanque, qui ont réussi à étoiler le pare-brise de 3,5 cm d'épaisseur du poste de pilotage. Al Weaver constate que ces grêlons ont aussi fortement endommagé les carénages des moteurs. En commençant par l'avant du moteur, on a vu que le carter d'entrée et le corps central, qui canalise l'air circulant dans le moteur, étaient bosselés. Il s'agit de deux éléments faisant partie de la structure de l'avion et qui sont en aluminium. Ça nous a conduit à soupçonner que la grêle avait peut-être joué un rôle non négligeable. Al Weaver sait qu'il a fallu une force importante pour abîmer les solides ailettes du compresseur. Grâce à l'examen mécanique du moteur, on savait que la grêle à elle seule n'avait pas causé le moindre dégât à l'intérieur. Elle avait seulement cabossé l'extérieur. De fortes précipitations et un carénage endommagé peuvent avoir interrompu la circulation d'air dans le moteur et provoqué un pompage. Mais ce phénomène ne suffit pas à casser un moteur. Al Weaver suppose que de très gros grêlons ont peut-être bouché certains orifices du moteur. Les vannes de décharge. Lorsque la pression augmente entre les deux compresseurs, les vannes de décharge s'ouvrent automatiquement pour évacuer cette surpression et éviter le pompage. Mais si ces vannes étaient bouchées, le phénomène n'a fait qu'empirer. Une fois le pompage commencé, les pilotes auraient dû tirer sur la manette des gaz pour l'arrêter. Mais en s'intéressant à l'enregistreur phonique, Al Weaver découvre que les circonstances ont peut-être incité l'équipage à faire très exactement l'inverse. Maintenez-vous à 15 000 SA 242. On essaie de monter. L'équipage reçoit l'ordre de prendre de l'altitude. Maintenez-vous à 15 000 pieds si vous m'entendez. Maintenez-vous à 15 000 SA 242. Et pour reprendre de l'altitude, le commandant doit pousser les gaz, ce qui ne fait qu'aggraver le phénomène. Si le pompage n'a pas été arrêté, mais qu'il a continué, le moteur a fini par casser. On essaie de monter. Pousser la manette ne pouvait qu'aggraver la situation. Les vannes de décharge étant bloquées par les grêlons, la pression monte toujours plus, tordant les ailettes du compresseur jusqu'à ce qu'elles cèdent. Moteur gauche arrêté! Le moteur gauche s'est arrêté. Une fois les ailettes du compresseur cassées, le moteur n'avait aucune chance de repartir. À présent, les enquêteurs savent pourquoi les pilotes ont mal interprété la violence de l'orage et pourquoi, en conséquence, les moteurs sont tombés en panne. Mais ils ignorent pourquoi l'équipage n'a pas été averti de l'intensité des conditions météorologiques qui les attendaient. Qui atterrira? Pas moi, répond le commandant. Allumage. Au moment où les deux hommes s'apprêtent à décoller de Huntsville, ils ont le bulletin météorologique transmis par leur compagnie, mais dont les renseignements sont déjà vieux de plusieurs heures. Le centre de régulation des vols de Southern Airways ne disposait pas de renseignements actualisés, car il ne faisait pas partie du réseau national de mise à jour, mais d'un système qui nécessitait qu'on téléphone pour recevoir ces renseignements.
Le coordonnateur aurait dû appeler pour se les procurer, mais comme il était occupé, il ne l'a pas fait. Par conséquent, il n'a pas pu fournir de données actualisées à l'équipage du vol 242. SA-242, je vois un front qui semble se composer de précipitations allant de modérées à fortes. Il est à 5 nautiques devant vous. Le contrôle aérien d'Huntsville aurait-il pu fournir des renseignements plus justes? Absolument. Mais son travail consistait à décrire la météo, comme un orage violent ou des précipitations fortes, au-dessus de l'aéroport. Il n'était responsable que dans un rayon de 75 km et la météo fatale au vol 242 se situait bien au-delà. N'ayant que peu de renseignements au sujet de l'orage et ayant mal interprété les données de leur radar météo, Mackenzie et Keel volent à l'aveuglette au milieu de nuages énormes. La pluie et la grêle endommagent alors les moteurs. Les deux hommes décident donc de procéder à un atterrissage d'urgence. On a perdu nos moteurs. Donnez-nous un vecteur vers l'aéroport le plus proche. SA-242, virez à droite au cap 100. Vecteur pour une approche directe, Dobbins, piste 11. Mais lorsque les enquêteurs analysent la trajectoire du vol, ils découvrent une nouvelle erreur aux conséquences fatales. Entre le moment où les pilotes se sont rendus compte que les moteurs ne fournissaient plus aucune puissance et l'atterrissage, il s'est écoulé environ 9 minutes. Ils en ont utilisé 7 pour réfléchir avant de tenter l'atterrissage d'urgence sur la nationale. Donnez-nous un vecteur pour une zone dégagée. Après l'arrêt des moteurs, l'avion fait demi-tour vers l'ouest pour essayer d'échapper à l'orage. Une manœuvre qui l'éloigne de la base aérienne de Dobbins. S'il met effectivement l'avion à l'abri de la météo, ce virage l'éloigne d'une piste d'atterrissage et lui fait perdre plusieurs minutes de vol ô combien précieuses. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont échappé à la grêle que les pilotes reprennent la direction de Dobbins. Y a-t-il un aéroport entre notre position et Dobbins? SA-242, négatif. Le plus proche, c'est Dobbins. S'ils avaient maintenu leur cap en direction de Dobbins au lieu de faire des virages et d'essayer de trouver un autre aéroport, ils auraient certainement eu plus de chances de réussir et donc de survivre. SA-242, virez à droite au cap 100. Vecteur pour une approche directe, Dobbins, piste 11. Mais au moment où Bill Mackenzie reçoit ses instructions, le DC-9 s'éloigne de Dobbins depuis déjà trop longtemps. L'avion est trop loin et trop bas pour atteindre la base aérienne. Et l'équipage passe à côté de l'ultime possibilité de sauver le vol 242. Les enquêteurs découvrent en effet qu'au moment où les pilotes sont orientés vers Dobbins, ils sont en fait à l'aplomb d'une autre piste. Celle de l'aéroport Cornelius Moore. Je pensais qu'on allait atterrir à Cornelius Moore, un aéroport que je connaissais bien, puisque j'y étais souvent allé en avion sur le trajet entre Decatur et Atlanta. Mais il était juste au-delà de la portée du radar du contrôle d'approche d'Atlanta où personne ne connaissait son existence. Les aiguilleurs du ciel n'ont pas pu guider le vol dans cette direction puisqu'ils ne voyaient pas la piste sur leurs écrans. Quand j'ai appris que les contrôleurs d'Atlanta ne connaissaient pas l'aéroport Cornelius Moore, je me suis mis en colère, car on a dû passer à 3 ou 4 nautiques, soit 6 ou 7 km d'une piste de 1200 mètres. Même si certains contrôleurs ont dit qu'elle aurait été trop courte, elle aurait de toute façon été mieux qu'une nationale. Ça m'a mise très en colère, c'était futile. Tant de vies ont été gâchées. Ça m'a attristé. L'enquête du NTSB conclut que la panne des turboréacteurs à double flux et le manque de renseignements sur la météorologie transmis aux pilotes sont les causes de l'accident du vol Southern Airways 242. Le NTSB publie une recommandation exigeant une amélioration des radars météo embarqués et de ceux du contrôle aérien pour qu'ils fournissent des descriptions plus précises.
Aujourd'hui, à bord des avions de ligne, les pilotes disposent de radars à écran couleur. Ces appareils font apparaître avec une palette de tons différents l'intensité des précipitations. Cet accident permet également de mieux comprendre comment il faut utiliser les moteurs en cas de précipitation violente. Une fois de plus, nous avons redit aux pilotes à quel point il est important de ne pas laisser le moteur tourner en cas de pompage. Si pour quelque raison que ce soit il y a pompage, il faut arrêter le réacteur. Car si on continue à l'utiliser normalement, il va finir par céder. Après chaque accident, les enquêteurs s'efforcent de déterminer s'il était possible ou non d'y survivre. Lorsqu'on étudie la capacité de survie, on peut dire avec certitude que la conception des sièges a clairement été un plus. Mais aucune statistique ne prouve qu'il est plus sûr d'être assis à l'avant, au milieu ou à l'arrière d'un appareil. Lors de cet accident, Don Foster a bien réagi. Il a mis une veste en cuir sur sa tête et il s'est servi d'oreiller comme amortisseur pour se protéger des sièges de devant. Ça lui a certainement sauvé la vie dans la mesure où ça a minimisé les risques de blessures. D'ailleurs, le NTSB pense que si les hôtesses de l'air avaient distribué des couvertures et des oreillers à tous les passagers, il y aurait eu moins de blessés. Chaque accident nous apprend quelque chose de nouveau, et ça a été le cas de celui-ci. Nous avons appris que la communication a pu être rompue au sein de la FAA, l'aviation civile américaine, au sein de la compagnie et au sein du poste de pilotage. Mais nous n'avons pas retenu la leçon la plus importante, avoir un profond respect pour Mère Nature et pour ce qu'elle peut faire. 30 ans se sont écoulés depuis que le DC-9 de Southern Airways s'est écrasé à New Hope. Tous les 10 ans, les survivants du drame se retrouvent dans une des églises de la bourgade pour se souvenir de ceux qui ont péri ce jour-là et pour s'entraider à surmonter cette tragédie. Nous sommes ici pour célébrer le souvenir du 4 avril 1977, jour où le vol SA-242 s'est écrasé ici, à New Hope. Earl D. Johnson. Lyman Keel, Jr. William Wade McKenzie. Earl C. Griffin, Jr. Après l'accident, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi moi j'avais réussi à survivre. Mais au bout de quelques mois, j'ai arrêté de me questionner et je me suis dit que j'avais une deuxième chance de profiter de la vie. J'ai compris que ma famille était plus importante, qu'il fallait s'amuser. Notre famille a beaucoup souffert, ma mère et mon père surtout. Ils ont perdu 2 de leurs enfants et tous leurs petits-enfants d'un seul coup. Aujourd'hui encore, je sens ces odeurs, j'entends ces bruits et je vois ces gens. Plein de choses ravivent ces fragments de souvenirs. Et à chaque fois, la même émotion revient. On n'en veut pas, mais on ne peut pas l'arrêter. C'est important pour les survivants de se réunir, car ils peuvent partager leurs expériences avec des gens qui ont ressenti les mêmes choses. Grâce à cet accident, j'ai eu une vie de rêve. Ça paraît insensé, mais ça m'a changé en mieux. Ma vie a été meilleure, car ce drame m'a fait évoluer. Que cette célébration fasse honneur à ces êtres chers et qu'elle apporte réconfort et paix à ceux qui sont restés.